Découvrez l'histoire de la nouvelle lampe du designer français Jean-Louis Fréchin dans un épisode très spécial de Parlons Design. En effet, l'enregistrement initial a été mené par Olivier Saint-Léger pour un épisode d'une minute de la série Adobe Show Me Your Sketchbook. Olivier m'a généreusement transmis cette interview et je l'ai retravaillée à la sauce Parlons Design pour un épisode storytelling. Je vais donc m'éclipser aujourd'hui pour vous laisser écouter cette histoire passionnante et riche d'enseignements de design. Parlons Design est sponsorisé par The Kakatoes Theory, le site des product designers. Alors en fait, cette lampe, c'est d'abord un programme, c'est plusieurs lampes, qui s'appelle toujours d'ailleurs Les Lumières. Et dans ce cadre-là, il y a une lampe que j'aimais beaucoup, que j'arrivais pas à faire. Ça venait pas, on la trouvait belle, mais elle n'était pas aboutie, on n'y arrivait pas. Puis à un moment, je me suis énervé. Et j'ai fait ce dessin. Je dis, allez, basta, on va faire ça. Et la lampe sur laquelle on travaillait n'avait rien à voir. Hein. Et il y a des choses on avait déjà travaillé sur des tubes, on avait trouvé un matériau optique absolument exceptionnel, et on savait qu'il fallait qu'on calme un peu notre expression trop expérimentale. Et donc, plouf, le dessin, et puis on a fait le proto, puis voilà, c'était fait. Mais moi, je travaille beaucoup par fulgurance, c'est-à-dire je suis très besogneux, je n'arrive pas, j'ai pas d'idée, ça vient pas. Et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui me parle, on dialogue, et tout à coup, ça jaillit, et il faut que ça sorte, et c'est plié, et puis voilà, on le fait, puis il y a pas de mise au point, quoi. C'est très bizarre. Mais surtout dans les lumières, dans l'éclairage. Alors les lampes, c'est une longue histoire. Les lampes, c'est des objets techniques qui font quelque chose. Et quand on est un jeune designer, c'est rassurant parce qu'une chaise, bon, elle permet de t'asseoir, mais enfin les problèmes ergonomiques sont résolus depuis longtemps. Donc une chaise, c'est l'art d'occuper l'espace, mais c'est que du dessin. Une lampe, elle a une fonction et elle a une manipulation et éventuellement on peut la régler. Alors ça, c'est le premier côté. Et les premières lampes que j'ai dessinées, c'était des objets interactifs. Il fallait les tourner pour les allumer ou les secouer pour les allumer. Donc on était à l'époque des Mac 512, hein, mais là, je mettais de l'interaction dans les objets. Et puis, quand on a commencé à travailler un peu sur les objets connectés en 2004, j'ai eu une espèce de fulgurance. Une lampe, c'est un pixel, et plein de lampes, c'est un écran. Et j'en pouvais plus des écrans, et je voulais faire des écrans ou des objets d'information avec primaire. On dirait low-tech aujourd'hui, ce mot que je déteste. Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé sur le miroir Wano Mirror, qui est une somme de LED de lumière qui donne des informations, mais qui éclaire aussi. Quand on a fait la carte blanche du VIA, on a fait un lustre bourgeois énorme, qui est une matrice de LED en 3D, donc c'est un écran en 3D qu'on pouvait manipuler avec une Wiimote. On était dans un écran et dans un lustre bourgeois. Bon. Et donc c'est une passion qui m'est venue comme ça. Puis il y a aussi des héros, Castiglioni, Ingo Maurer, les collections un peu anciennes italiennes, genre Flos ou Martinelli Luce, Paolo Rizzato chez Luce Plan. C'est vraiment des designers. J'ai pas beaucoup de héros dans le design, mais alors ceux-là, vraiment, ils me parlent. Et donc voilà, c'est du pur désir. C'est un peu un jardin secret. C'est le laboratoire poétique, esthétique. C'est des objets qui cristallisent beaucoup de choses. Il y a toujours un petit peu d'interaction, un petit peu de magie électronique dans nos objets, mais le plus discret possible. Mais ça résume finalement la quintessence du design d'une lampe. Donc c'est pour ça que c'est très didactique. Donc c'est agréable à faire. Et puis c'est très pédagogique pour l'équipe à nos design, puisque on participe un peu tous, il y a un chargé de projet, mais bon, c'est des objets valorisants, donc c'est bien aussi pour la communauté de nos designs. Je ne suis pas un créateur qui travaille par symbole. L'inspiration, elle est plutôt liée à des contextes, des envies ou à des références, la mer, l'aviation, les sciences, les cabinets de curiosité, etc. La lampe, au départ, s'appelait le Lavoisier, parce que dans la culture française, on célèbre toujours les grands auteurs, à raison, les grands musiciens, les grands cinéastes, jusqu'à l'écœurement même.
mais jamais les scientifiques. Jamais. Et moi, j'ai une passion pour ces grands scientifiques de la Révolution, comme Lavoisier, par exemple. Donc la lampe s'appelle Lavoisier pour ça. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est une phrase absolument géniale pour le design. On en a une autre qui s'appelle Voltaire. On joue avec le courant et on la manipule avec les mains dans l'air. Voltaire, le jeu de mots, mais Voltaire, c'est mon héros. On en a une autre qui est rentrée dans les collections du Centre Georges Pompidou, bien qu'elle n'ait pas encore sorti sur le marché, qui s'appelle Béziers. C'est un hommage à Pierre Béziers, l'inventeur des célèbres courbes de Béziers qu'on retrouve dans les logiciels de dessin comme... c'est Illustrator qui a révélé au monde ce génie français, qui a également servi à fabriquer la 4 chevaux, puisqu'il a inventé les machines transfert, et les premiers logiciels de CAO, et les courbes pour décrire les carrosseries, et les courbes de Béziers, et Illustrator, et le PostScript. Donc elle s'appelle Béziers, et c'est une lampe où on peut fabriquer de la lumière en faisant des courbes, comme avec un logiciel de dessin. Parce que alors s'il y a des gens qui m'inspirent, c'est bien ceux-là. J'adore les artistes, j'adore les designers, mais j'ai besoin d'une matière à transformer. Et pour moi, un Béziers, un Lavoisier, un Voltaire, c'est de la matière universelle, inspirante, transformable. Le travail d'un designer, on l'admire, on le regarde, puis c'est fini. Alors que les travaux de Lavoisier, la chimie, les tubes à essai, l'univers, etc. Et donc, à la fin, dans les objets, malgré nous, il y a une part d'évocation, une part presque cinématographique. Certains parlent de steampunk ou de Jules Verne, on ne sait pas si c'est un objet ancien ou nouveau. Là, on a un peu forcé le trait exprès, parce qu'il y a une histoire qui naît au fur et à mesure qu'on fait l'objet. On est dans un film, et puis on pense au Nautilus, aux objets de nos enfances, ou à ces mondes du futur, mais qui sont un peu anciens, ou ces mondes anciens qui sont dans le futur. Bon, tout se télescope. Il n'y a pas forcément de cohérence entre tous les objets, parce que chaque objet est une cosmologie, une cosmogonie à elle toute seule. Lavoisier a ses références, Béziers a ses références, Berlingas, qui est un dirigeable, a ses propres références. Mais voilà, on s'amuse. On fait des collections, on en fait énormément. J'ai plein d'idées, puis on dialogue avec le garçon avec qui je fais les projets, qui fait les images. Donc on en fait énormément. Et puis il y en a, on pense avoir une idée géniale, puis on la regarde modélisée à l'écran, ou en profil Illustrator, ou en 3D photoshopé pour la simulation de la lumière, parce que dans le logiciel de 3D, c'est jamais parfait, les rayons de lumière, il faut un peu sublimer. Donc Photoshop est pratique. Et des fois ça vient tout de suite, donc on l'a fait, et puis des fois ça vient pas, on n'y arrive pas. Et ce dessin, c'est une révolte parce qu'on n'arrivait pas à faire le truc, donc on a fait autre chose. C'est pas la solution, c'est on a fui, courage Fillon, on a fait autre chose. Donc on fait une collection, ensuite on les met dans Keynote, donc on a vraiment une collection, puis on se dit celle-là elle est vraiment bien, elle est vraiment évidente. Pourquoi on fait celle-là en proto plutôt qu'une autre? Pour des raisons toutes bêtes, on connaissait un verrier industriel qui fait des objets prototypes de laboratoire en verre borosilicate, qui était dans la banlieue d'Ivry. Et donc, comme on le connaissait, on savait qu'il était bon et qu'on avait vu comment il travaillait, on va faire celle-là, ça va être simple, etc. Ensuite, le marbre, j'ai des affinités très fortes avec le Portugal, donc j'ai dit je vais mettre du marbre du Portugal. Je suis allé à Extremos, la région du marbre au Portugal, donc on va faire un marbre blanc Extremos, puis on va prendre un noir Marquina. Alors ça vient d'Afrique ou d'Italie, mais il y en a aussi au Portugal, donc je vais prendre du Marquina du Portugal, et puis voilà. Puis les choses se font comme ça, par des choses que j'aime, que je connais, des assemblages. Puis sur la partie optique, on cherchait depuis très longtemps des matériaux un peu incroyables. Et puis en creusant, mais vraiment sur un travail de labeur long, pas valorisant, on s'est fait une bibliothèque de matériaux absolument fantastiques. Et puis en 2 secondes, je dis tiens, on a ça, c'est génial, on sait pas quoi en faire, on va le mettre dans le tube. Puis on a allumé la lumière et là on a vu un truc absolument phénoménal. L'accident, la découverte. Donc on a un peu réglé les parties optiques, on a tuné, mais on s'est étonné nous-mêmes, quoi, en expérimentant. Je crois beaucoup à l'accident créatif, et le prototype, c'est pour ça que je suis pas un grand dessinateur. Pour moi, l'espace de création, c'est le projet avec tous les accidents qui arrivent. C'est en faisant les choses un musicien dit voilà, je vais faire une gamme majeure, ça va sonner bien, puis tout à coup il fait un truc totalement bling, et c'est génial. Voilà, l'accident. Et c'est pour ça que je déteste
la totémisation de la création dans des process. On commence par le début, il y a les créas, puis après il y a les techos. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Il faut pouvoir se saisir des outils, des objets, parce que tout peut arriver. Le chaos, la création, en fait, la création. Et les fulgurances, mais les doutes, les épuisements, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, c'est ringard, c'est has-been. Là, mon éditeur m'a dit récemment, mais vous êtes sur la Lune, vous n'avez rien à voir avec le marché, vous êtes ailleurs. Alors, nous, on essayait de faire des trucs un peu vendables, et le mec, il dit, vous êtes ailleurs. Puis finalement, bon, c'est un carton absolu, ouais, c'est vraiment une grande surprise. Il a tout vendu, c'est jamais arrivé. Bon, voilà, c'est une belle surprise. Mais faut croire ça fait un peu vieux prof à la fin de sa carrière qui dit à ses élèves, faut croire à ses rêves, mais en fait, c'est vrai, hein, tu crois à des trucs, tu les fais. Alors, Mafalda, ma femme, dit par politesse, oui, c'est joli. Puis l'autre jour, elle m'a dit quand même, putain, que tu fais des lampes, c'est bien qu'il y en ait une qui soit sortie. Il y a toujours des petites difficultés techniques, c'est le charme des prototypes, tu t'achètes un truc, ça va pas, tu essayes de penser à tout, puis il y a toujours des trucs auxquels tu penses pas, et puis il y a toujours l'éternel problème, vous allez rigoler, mais quel fil on met? Parce que là, sur une lampe, le fil, c'est obligé, mais c'est toujours moche. Et faire des fils spécifiques, ça coûte très très cher, donc c'est des problèmes. Mais finalement, ça fait partie du plaisir, et quand on fait un prototype, le mettre au point, le monter, c'est-à-dire faire avec ses mains, pour un designer, c'est vraiment retourner à l'essence de son métier, qui est un inventeur, qui fait les choses comme un peintre peint réellement sa toile. On n'est pas sur un objet qui un jour sera imprimé, donc c'est gratifiant. Donc oui, il y a des difficultés, mais finalement, c'est le plaisir de faire les choses, de voir la chose qui devient un objet, puis qui devient une lampe qu'on peut nommer dans sa fonction. Non, le plus difficile, ça a été deux choses. D'abord, c'était de trouver un éditeur, parce que voilà, on peut dire qu'on s'est fait jeter, mais de partout. On voulait faire des objets avec de l'informatique et des comportements d'interaction. On voulait passer de l'interaction et oublier la commande, l'interrupteur. Donc, on avait des ambitions conceptuelles très fortes, mais on s'est fait têche de partout. En Italie, mais nous, on fait de l'électricité, on en a pour 30 ans, on va pas rentrer dans l'informatique. En France, je parle même pas. Puis un jour, il y a un gars qui dit, mais moi, je cherche rien. Puis on a insisté, mais venez nous voir. Bon, ok, je passerai. Mais je vous préviens, je cherche rien. Il vient. Il dit, je vous préviens, je cherche rien. Puis il regarde. Alors, on avait accroché toutes nos lampes, le programme, les lumières, il y en avait partout. C'était à la caverne d'Ali Baba, avec tout allumé. Donc, c'était une espèce c'était féerique. Il dit, mais quand même, vous maîtrisez... qui vous fait vos protos? Bah, c'est nous. Mais et l'électronique et le code, bah, c'est nous. Mais vous êtes technicien? Bah non, on est designer. C'est pas ça le design. Bah, ici, c'est ça. Ah. Et le gars, il dit, je reviens avec mon associé. Mais sauf que il revenait pas. Et au bout de 3 mois, je l'ai relancé. Il dit, ouais, on va venir. Et au bout de 3 mois, je dis, bon, bah, on vient demain. Donc, 6 mois s'étaient écoulés. J'avais un peu oublié la magie du premier rendez-vous. Mais le gars nous avait dit, besoin de rien. Et puis, il revient avec son associé, Fred Winkler, pour pas le nommer, le directeur artistique de DCW. Là, il regarde, il dit rien. Puis il dit, je prends ça, ça, ça et ça. 4 lampes d'un coup. Là. Alors là, ça a été vraiment incroyable, un moment de joie profond. Après, la lampe, pour différentes raisons, le Covid, trop de projets, etc., ça fait 3 ans et demi qu'elle est chez eux. C'est-à-dire que passer du proto à l'objet industriel et au bon timing de lancement, ça a pris 3 ans et demi. Et il y a une lampe qu'on a fait qui est un peu trop chère. Ils veulent la vendre à un prix très très agressif vers le bas. Donc elle est un peu... Tant qu'on n'arrive pas à être dans ce prix-là, on la sort pas. Donc il y a des complexités. Mais Lavoisier, 3 ans et demi, ça a été long de patienter. Ah, Milan 1, on sera à Milan. Non, on n'y est pas à Milan. Non, Milan 2. Tac. Et puis finalement, elle sort Covid, il n'y a pas de Milan. Parce qu'on aurait aimé être à Oroluce, le salon de la lumière à Milan, et aller voir avec la lampe Lavoisier qui s'est vendue
beaucoup, en très peu de temps, aller voir tous les gars qui nous avaient acheté en disant, oui, on sait faire des lampes, ça vous intéresse pas, on en a plein d'autres, on en a plein d'autres en réserve. Mais ça a été vraiment beaucoup d'investissements, parce que finalement, depuis la carte blanche et à l'école, j'en ai fait 2 que j'avais exposées au SAD, j'en ai refait une autre après. Ouais, c'était un long parcours, vraiment un jardin secret. Les valeurs les plus puissantes des objets, c'est leur pouvoir d'évocation. Les objets, Walter Benjamin en parlait, on s'intéresse beaucoup en France à la grande culture, aux livres, au cinéma, au théâtre, etc. Mais les choses industrielles qui deviennent des œuvres d'art parce que, en numérique, tout est original. Mais j'ai jamais vu un ministre de la Culture ou une cérémonie à la télé défendre les créateurs du numérique, parce que c'est pas un art, c'est une industrie. Les trains, les bus, les avions, les stylos, la papeterie, pour moi, ça fait partie de la culture. Et les objets du quotidien ont une capacité donc à être dans cette culture, à évoquer des choses, à provoquer des émotions aux gens, à donner du bonheur. Et donc les objets ont un pouvoir sur les gens qui est hallucinant. C'est pas juste des choses qui polluent, c'est des choses qui participent de l'harmonie de la vie et du bonheur, je l'espère, des gens. Et ça m'a surpris parce que j'en ai fait des objets. J'ai fait des objets connectés où ce que ça fait est objectivable, puisqu'il y a quelque chose qui sort de l'objet et ça rend des services. Là, c'est juste une lampe qui s'allume, ok, elle allume bien, elle éclaire bien, etc. Mais ce qu'elle est, dans sa forme, son art d'occuper l'espace, provoque quelque chose auprès des gens. Et ça, faut jamais oublier que c'est ça d'abord le design, c'est que il s'agit pas d'aligner des fonctions et ça marche. Non, mais c'est plus que ça marche. C'est ça sert, et au-delà de ça sert, ça provoque des choses. Ces choses ont un grand mystère. Ça m'est pas arrivé souvent quand même dans mon activité, mais ça et ça peut pas être. C'est une conséquence. On peut pas dire je vais faire des objets extrêmement dessinés pour provoquer des choses. C'est une conséquence. Tu fais un truc qui marche, tu fais ta synthèse et il se passe. C'est comme l'expérience en numérique. Tu peux pas la mettre en préalable. C'est une conséquence. Là, c'est pareil. Donc les gens qui font que des lampes, qui sont des spécialistes des lampes, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que j'aime Castiglioni, parce que c'est un spécialiste de tout, Castiglioni. Ou Ingo Maurer, alors il faisait que des lampes, mais il a poussé dans son retranchement absolu. Ou Charles Sims, expérimentateur. Et ce qu'on qualifie de leur travail est un résultat final, mais c'était pas leur spécialité au départ. Et je pense que le design, s'il se spécialise trop, il meurt. Il faut qu'il reste extrêmement appuyé sur ses fondamentaux et qu'il instruise ce qu'il a à faire en apprenant, en travaillant. Puis la conséquence de tout ça, c'est qu'il va se passer quelque chose de nouveau, d'intéressant, de trucs comme ça. Donc finalement, ça résume, entre la lampe et un logiciel, c'est la même chose. Hein. C'est résolument la même chose. C'est arrivé 2 fois en fait, et que avec Parrot, l'appli du casque Zig de Stark. Et je regardais le truc, c'était tout simple, tout beau, et franchement ça. Et puis le bonheur des gens volant avec un drone, et faisant des photos et tout à coup contrôlant un avion. Alors, là, il y a souvent des sourires. Donc ça, c'est sympa. Ce qui me dérange dans les objets connectés, c'est que les rêves qu'on avait au départ, parce que j'étais vraiment parmi les pionniers, sont devenus des caricatures. Les objets connectés, c'est des objets pour moi qui se parlaient entre eux dans une métaphore de l'Internet et qui permettaient à chaque objet de devenir un support d'interface pour faire des choses de manière confortable, dans un système technique ouvert. Et c'est devenu un objet dépendant d'un téléphone en point à point qui n'est pas l'Internet des objets, c'est pas l'Internet du tout, c'est objet sans fil, peut-être, connecté, oui, mais à quoi, pourquoi faire. Donc c'est assez déceptif tout ça. Et surtout, tant que c'est propriétaire, je parle propriétaire en termes de technologie, c'est pas durable. Parce que si Apple, ou Google ou Huawei décident de l'arrêter, c'est fini. Quand tu as un système qui est, disons, ouvrable, donc maintenable, donc évolutif, il y a une garantie.
Donc aujourd'hui, les objets connectés qui m'intéressent sont ceux qui sont durables. Et pour être durables, il faut que les technologies qui les animent ou qui permettent de les maintenir soient ouvrables. Sinon, de l'objet, c'est transformer l'objet en menottes pour enfermer les gens dans un univers de service où à la fin, il faut payer. Donc on a servi plutôt qu'on sert. C'est pas vraiment les rêves qu'on avait, donc je suis assez prudent. Je pense que également les objets importants, c'est les objets qui ont une forme d'essence et d'utilité. Des objets, il y en a trop. On en produit trop. Donc, compte tenu des véritables problèmes d'environnement et notamment de carbone, de gaz à effet de serre, il faut faire ce qui est utile et durable. C'est-à-dire qu'un objet électronique, il n'y a pas de fatalité à ce qui dure pas un certain nombre d'années. Sans tomber dans ce travers français qui m'exaspère des totems débiles, sans tomber dans le low-tech, un processeur de 20 ans est un processeur qui consomme, et pas optimisé, donc est une saloperie pour l'environnement. Et donc il y a une balance extrêmement fine entre garder les objets le plus longtemps possible, et c'est possible avec les iPhones, mais faire croire qu'un vieux processeur 68000 va être génial parce que pour certains usages certainement, mais pour d'autres non. Donc il faut être très prudent dans le low-tech. Moi je préfère parler de fair-tech, de technologie juste. Ce concept de technologie juste m'intéresse. Donc, dans les lampes, on essaye de faire ça pour qu'elles soient durables, parce qu'on a on les a écoutés, les Italiens. Les lampes, on les fait pour plein de temps. C'est des sculptures qu'on met dans la maison. Tu vas pas les changer tous les 5 minutes et t'es appelé Google pour les réparer. Ah oui, ça m'a marqué. Oui. Donc, le numérique doit grandir. Le numérique, c'est un élément de la solution sur la révolution écologique, clairement. Mais il doit aussi grandir et s'auto-contrôler pour pas faire n'importe quoi. Le tout cloud, par exemple, c'est une hérésie absolue. Enfin, c'est monstrueux. C'est ce qui tourne en permanence avec des backups effrayants. Et alors, on sent que des gens commencent à se poser quelques questions, et puis d'autres, pas du tout, quoi. C'est important d'essayer de faire des objets exemplaires. Ah, c'est un rayon d'énergie, hein. C'est vraiment, c'est quelque part. Je suis ton père. Il y a un côté vraiment magique. C'est un rayon lumineux. C'est de la science et de la poésie à la fois. C'est aussi un hommage à la grande décoration, parce qu'il n'est pas un mot sale, à une espèce de culture bourgeoise qui n'est pas, encore une fois, quelque chose de condamnable, qui a créé une partie du rayonnement, c'est un mot que j'emploie à bon escient de notre pays, un rayonnement en plus de la lampe, voilà. Mais science et poésie, et puis ce côté rayon lumineux improbable, on ne sait pas comment ça marche. Et la technologie peut créer de la poésie. Donc on casse un peu les schémas affectés aux choses, et ça j'adore. On ne sait pas si c'est un ingénieur ou un designer qui l'a fait, là, non. Et c'est sympa. Sur les lampes, on en a plein qui sont déjà faits et qui sont dans le tunnel chez notre éditeur. On en a d'autres qui sont disponibles à l'édition et qui sont, une est très belle, très simple, en bois et métal. Alors elle est fair-tech, mais absolument. Donc pour les lampes, on a ça. On a un projet, on peut le dire, de vélo qu'on a appelé Bike Life, c'est-à-dire c'est un vélo pour la vie. Donc c'est faire un vélo polyvalent, pas faire une prothèse pour la ville, et puis un vélo pour le week-end pour aller faire du sport, et puis ce qui arrangerait les vendeurs de vélos d'avoir 4 vélos à la maison. Nous, on veut faire un vélo, mais qui soit vraiment le compromis ultime d'une sorte de perfection. Un vélo, il n'y a pas plus de parfait. Le rendement d'un vélo, c'est exceptionnel. Bon, on veut essayer de travailler là-dessus. C'était mon diplôme, donc c'est une manière un peu de aussi. Puis il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur. On travaille pour la ville de Paris. On aime tous Paris, qui est notre ville, qui est un peu abîmé en ce moment, et on a eu la chance de gagner un appel à projet chez Faire Paris, au pavillon de l'Arsenal, donc qui s'occupe de l'architecture à Paris, pour travailler sur l'esthétique du transitoire. En fait, Paris, c'est des expérimentations, des hyperfréquentations et des travaux, et c'est ça qui fait l'esthétique de Paris en ce moment. C'est plus Haussmann, c'est plus les bancs, c'est pas les mobiliers de Jean-Claude Decaux, c'est la ville qui change au quotidien, les travaux, par exemple. Donc si on s'occupe pas de l'esthétique des travaux, l'esthétique de Paris est pourrie, on expérimente à Paris. Alors, les expérimentations sont clairement ratées. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'expérimenter ? Non, ça veut dire qu'il faut créer un solfège pour pouvoir
faire de la musique ou du jazz, improviser ou jouer des partitions pour expérimenter. Et puis les hyperfréquentations, le canal Saint-Martin, l'île Saint-Louis, bientôt les Jeux Olympiques, ça crée des besoins énormes pendant très peu de temps, donc il faut apprendre à le gérer aujourd'hui. On va pas mettre des poubelles vertes classiques partout alors qu'on reçoit le monde pour les Jeux Olympiques. Donc c'est plein de questions nouvelles qui n'intéressaient personne, parce que les poubelles, ça intéresse personne, tout le monde veut être Haussmann, mais personne veut être le préfet poubelle, ou les barrières de travaux et tout ça. Et en fait, nous, on est devenus les spécialistes des objets de chantier, des choses comme dans tous les pays du monde d'ailleurs, pour essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Paris, à un moment, l'a été sous Chirac avec la création de la propreté de Paris, où c'était très cohérent. Les barrières vertes, les hommes en vert, les voitures vertes, les motocrottes vertes, on voyait la ville en action. Tout ça a été saupoudré dans tous les sens par manque d'intérêt pour ces choses-là. Et on veut remettre un peu de dimension identitaire et paisible dans tout ce chaos parisien des trous. Les pistes cyclables provisoires avec à peu près, on a compté 18 jaunes différents, alors qu'il y en a un qui doit être légal. Enfin bon, bref. Donc on se marre bien, c'est passionnant, c'est très complexe, mais c'est des projets qu'on adore faire. Il y a un mot de la fin, on peut faire une annonce, un scoop, c'est que nous allons sortir un deuxième ouvrage qui est un hommage au design français, qui est issu de l'exposition qu'on a fait à Lille, avec plus d'une centaine de designers, 300 projets, qui présentent tous les designs et tout le génie du design en France, avec des designers qui ont une capacité, disons, d'intelligence un peu supérieure à la moyenne, parce qu'ils s'intéressent autant à ce qu'ils font qu'aux autres et qu'à l'évolution de leur discipline. Donc c'est des gens qui savent penser, c'est des gens qui sont très généreux, généralement ils enseignent, ils font des objets uniques ou multiples, donc ils sont un peu artistes ou très dans l'industrie. Et donc ça a été des critères de sélection assez précis, filles, garçons. Et cette expo, qui a été un grand moment, apprécié, semble-t-il, se transforme en bouquin. Donc c'est sympa de voir que le livre a encore finalement une puissance. Ah, mais il n'y a pas de catalogue dans votre expo, c'est dommage, parce qu'il y a tellement à voir, il y a tellement à lire, il y a tellement... Non, le bouquin, c'est un grand truc, puis c'est un support. Le graphiste qui le fait chez moi, aujourd'hui, il est graphiste, il a appris la complexité en faisant des interfaces, il fait tout, la prod, donc tout le côté chiant, chargé de prod, machin. La mise en page, il a son InDesign, son truc. Donc avant je disais un graphiste avec InDesign, il fait son affiche, il a besoin de personne. Mais maintenant le mec il fait son bouquin de 300 pages, il a besoin de personne. L'éditrice, elle leur venait pas, elle dit non mais on travaille plus sur InDesign, on travaille sur des gros machins de pré-presse, Jean-Louis, on fait pas ci, on fait les corrections, on fait pas comme ça, Le Jordi il a fait son truc, il dit ah mais il est bien votre PDF, mais il y a tout, mais tous les codes machin, mais il y a pas de problème de code typo dans votre truc, mais Jordi, c'est un vrai graphiste. Ah oui, c'est un vrai graphiste. Donc voilà, et puis finalement, la modernité, c'est, on ne fait pas un site web, on fait un bouquin, parce qu'un bouquin, je pense dans le monde, mais en France, c'est beau, c'est un bel objet, il y a des belles images, ça parle de ce que j'aime, le design, et ça va faire un espèce de portrait chinois du design en France. Merci d'avoir écouté cet épisode très spécial de Parlons Design. J'espère qu'il vous a plu. Avec Parlons Design, on va essayer d'ouvrir un petit peu nos horizons. On est bien sûr très ancré dans le numérique et c'est le cœur de Parlons Design, mais j'ai envie qu'on ouvre un petit peu nos points de vue comme ça, qu'on s'attaque à d'autres choses, qu'on découvre d'autres choses ensemble. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir me le dire, soit en commentaire, si vous êtes sur YouTube, soit par Twitter. Le lien de mon Twitter est en description de chaque épisode du podcast pour qu'on en discute, pour qu'on fasse évoluer le podcast ensemble. En tout cas, moi je l'ai trouvé super intéressante, cette interview. J'ai beaucoup d'enseignements tout simplement sur le design, sur la manière d'appréhender les choses. Donc j'espère que vous l'aurez également beaucoup apprécié. Tous les liens des choses dont on a parlé dans cet épisode seront bien sûr en description si vous voulez accéder à plus de détails. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design, un petit peu plus classique, mais j'espère qu'il vous plaira également. Pensez à vous abonner et à repartager cet épisode s'il vous a plu. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Parlons Design.